Eh bien, nous sommes ici au point culminant de la visite de la vallée du Rhin, qui est Monte Castello, n'est-ce pas? Monte Castello, c'est la colline juste devant nous, d'accord? Donc c'était le grand objectif, non seulement de la FEB, mais aussi du 4e corps d'armée. Toute cette zone qui va du littoral, où nous étions il y a environ 3 jours, jusqu'à Castello Novo, qui se trouve dans cette direction. Là-bas, c'est la zone du 4e corps d'armée. Ce n'est qu'à partir de l'est de Castello Novo que commence la zone du 2e corps d'armée du 5e armée américaine. Alors, dans cette zone, ici, on a une petite commune, un petit groupe de maisons qui s'appelle Guanella. C'est juste là. Donc là, Guanella, c'était considéré comme le point de départ des attaques contre le Monte Castello. En regardant ici, dans tout ce buccolisme de cette scène, maintenant, avec le champ fleuri et les arbres là-haut, ça semble être quelque chose de facile à réaliser, n'est-ce pas? Atteindre le sommet de la colline. Il n'est pas aussi élevé qu'il n'y paraît. Le problème se trouvait dans le soutien de feu de cette colline. Vous voyez d'autres collines derrière celle-ci, dont une derrière ce groupe de petites maisons, et là-bas une encore plus haute, avec son sommet visible ici, n'est-ce pas? Celui-là, c'est le mont della Torraccia. Derrière lui, là-haut, il y avait aussi des observateurs. Derrière lui se trouve toute l'artillerie de la Wehrmacht, toute l'artillerie allemande de la région, derrière le della Torraccia. Et derrière tout ça, ici, jusqu'à la dernière colline là-bas, de cet ensemble montagneux qui s'appelle le Monte Belvedere. Alors, quel est l'objectif général ici? Quand la FEB est arrivée ici au début novembre 44 et a déjà pris position là-bas à Guanella, n'est-ce pas? En remplaçant la TF-45, la Task Force 45 qui s'était installée dans cette zone. Alors, l'objectif était de reprendre cette colline ici, tu vois, des mains des Allemands, parce que de là-haut, sur cette colline, tu peux voir. Là en bas, passe la route 64. Juste ici, tu vois, dans cette direction-là, au-dessus de cette élévation qu'on voit ici, qui bloque l'horizon. Alors, là en bas passe la route 64, et les gars là-haut peuvent voir là en bas, s'ils peuvent voir là en bas. Ils coordonnent en l'artillerie qui est juste derrière ici pour pouvoir marteler la route qui est en bas. Donc la route devient inutile, elle est inutilisable, elle n'est pas sûre pour la circulation. Donc il faut conquérir cette chaîne de montagnes ici, qui va du Belvedere jusqu'à là-bas, jusqu'à Castelnovo qui se trouve là-bas. Une fois que vous avez conquis cette partie ici, le travail est, disons, terminé. D'accord, vous comprenez? Vous repoussez les Allemands de la route, mais les montagnes restent près de la route après Castelnovo. Oui, cependant, c'est la responsabilité du 2e corps d'armée. Nous ne pouvons pas tout faire. Notre responsabilité se limite à notre zone d'action. Si le nettoiement là-bas et que nous ne nettoyons pas ici, ça ne sert à rien, ça ne donnera rien. D'accord, si nous nettoyons ici et qu'ils ne nettoient pas là-bas, les véhicules pourront circuler jusqu'à là-bas. Alors, les premières attaques ici, à Monte Castello, ont été menées par le commandant de la TF-45 de la Task Force 45, n'est-ce pas, c'est la Force Tash 45 qui a en fait reçu le renfort d'un bataillon brésilien. Vous allez vous rappeler que, à ce moment-là, les 2 autres régiments étaient encore à Pise, là-bas à la Tenuta de San Rossori, sur le point d'être transférés directement ici. Alors, qu'est-ce qui est venu de la vallée du Serchio jusqu'ici? C'est le détachement de la FEB qui est venu, le détachement de la FEB d'une valeur d'une brigade, à peu près, ce n'est pas exactement ça, mais c'était le 6e régiment d'infanterie de Castello, donc il y avait 3 bataillons qui sont venus ici. Donc, lors de la première attaque, il y a un bataillon brésilien avec le reste de la TF-45 qui mène une attaque contre le Monte Castello. Cette première attaque, d'ailleurs, elle est réussie, elle a lieu en novembre, encore au début du mois de novembre, et elle réussit à prendre le sommet du Monte Castello. Cela démontre quoi? Cela montre d'abord que les Allemands n'avaient pas encore établi leur dispositif défensif avec une plus grande attention ici au Monte Castello, d'accord?
Donc il est devenu clair pour les deux camps après cette première attaque que le Monte Castello, même s'il n'est pas le plus haut, est l'objectif central de cette offensive, d'accord ? Sauf que la TF-45 a attaqué le Monte Castello et a réussi à prendre le sommet du Monte Castello. Ce qui s'est passé ensuite, c'est la réaction classique des Allemands de contre-attaquer pour reprendre l'objectif. Les Allemands sont reconnus pour cela. Quand une position est prise, ils montent immédiatement une contre-attaque pour la reprendre. Cela s'est produit à plusieurs endroits, notamment en Normandie, où nous irons dans 60 jours. Au point du Roc, ils l'ont perdu puis ont lancé une contre-attaque suivie de 48 heures d'efforts pour le reprendre, n'est-ce pas ? Les Rangers ont réussi à tenir, mais c'est ça. La méthode de fonctionnement de l'armée allemande à l'époque, c'était ça, c'était de contre-attaquer immédiatement. Donc ce qui s'est passé la nuit suivante, ils ont contre-attaqué et les ont expulsés de là-haut. Donc ils ont perdu la colline là-haut parce que la contre-attaque est précédée par un barrage d'artillerie très puissant qui vient d'ici derrière, contre le sommet là-haut. D'accord, donc ça a été évacué. Ensuite, les soldats sont montés et là, ils se sont vraiment installés. Ils se sont installés avec des casemates, ils se sont installés avec des nids de mitrailleuses. Tout cela est devenu beaucoup plus complexe. Ensuite, d'accord ? L'attaque suivante a eu lieu l'avant-dernier jour du mois. C'était le 29 novembre. Je vous avais mentionné que l'insistance à prendre ceci ici, n'est-ce pas, qui est un point central, est due à l'objectif que le soi-même s'est fixé. Être à Bologne à Noël. Mark Clark voulait être à Bologne à Noël. Parce que cela serait bénéfique aussi bien pour son image que pour le peuple américain. À rapporter, regardez, nous avons réussi à être à Bologne à Noël, une date importante. Alors, en l'absence totale d'unités d'infanterie dont disposait le 4e corps à ce moment-là, la FEB était la seule unité capable de mener une quelconque offensive. Alors, de nouveau le 29, la FEB a reçu l'ordre de monter au Monte Castello, de prendre le Monte Castello. Quelle a été la difficulté de l'attaque du 29 ? Le 1er et le 3e bataillon du régiment Sampaio, du 1er régiment d'infanterie, ont été engagés. De jeunes hommes qui étaient descendus du navire le 8 octobre, le 6 octobre là, à Naples, avaient été transférés à Pise pour commencer leurs vacances, commencer leur entraînement aux armes combinées et commencer leur initiation au combat dans une zone de faible intensité, comme cela avait été le cas avec le 6e régiment, mais qui, sur ordre de la 5e armée, ont été appelés directement en première ligne. Donc nous parlons d'un régiment de bataillons d'infanterie composé de soldats, de caporaux, de sergents et d'officiers, sans aucune expérience et sans aucun outil, sans véritable préparation à la soi-disant guerre moderne, une troupe débutante, une troupe sans aucune expérience qui a attaqué cet objectif ici, encore avec la fausse idée que, en attaquant cet objectif ici, vous allez réussir à le tenir. Vu que vous arrivez à prendre le sommet de la colline, vous y arrivez, mais vous n'arrivez pas à prendre l'artillerie qui est à l'arrière. L'artillerie contre-attaque dès que vous perdez le sommet de la colline. Donc ce jour-là, cette action est un échec. Elle ne progresse pas beaucoup sur le terrain, car très vite les Allemands contre-attaquent. Et comme vous le voyez ici, aujourd'hui, alors qu'il y a encore de la végétation, tout est ouvert. Imaginez à l'époque, il n'y avait pas de végétation à cause des impacts d'artillerie, il n'y avait aucune protection. Tout mouvement à partir de cette ligne ici est visible depuis là-haut, donc c'est un objectif complexe à prendre. Donc à ce premier point, ici nous avons par exemple le baptême du feu du capitaine Souza de Recife. Le capitaine Severino Souza est aujourd'hui notre dernier vétéran de combat vivant. Donc le capitaine Souza a eu son premier contact avec l'ennemi. Ce jour-là, il a perdu un ami, le sergent Sibert, qui est mort à cause de l'impact de l'artillerie, et il a retrouvé le bras de Sibert, n'est-ce pas ? Il affirme avoir tiré sur le bras, qui est alors venu tout seul. Alors, ce premier jour-là, ce premier contact avec l'ennemi du 1er régiment d'infanterie a été plutôt négatif, n'est-ce pas ?
Comme si cela ne suffisait pas, un dernier effort a été tenté le 12 décembre. Cette fois, le 4e corps a donné le commandement de l'opération Pro Mascarenas pour la première fois. Il a donné le commandement de l'opération Pro Mascarenas. Et Mascarenas a dû réaliser cette attaque, une fois de plus, avec des troupes inexpérimentées, avec un bataillon du 11 de Saint-Ouen-del-Rey et le 2e bataillon du 1er régiment. Donc lors de cette attaque, la situation était encore pire, parce que le temps ce jour-là était bien pire que celui-ci, n'est-ce pas? C'était couvert à 100% mais avec de la pluie, une pluie fine depuis l'aube, ce qui empêchait tout type de soutien de l'aviation alliée, donc il n'y avait pas de soutien aérien, et à cause de cette nouveauté, n'est-ce pas? C'est une attaque brésilienne. Maintenant, on a observé la première désorganisation, n'est-ce pas? La première désorganisation des efforts, parce que, pendant qu'ils étaient ici, tous positionnés pour commencer l'attaque, ces 3 compagnies du 2e bataillon du régiment de Sao Paulo. Là, juste à côté, l'artillerie américaine a ouvert le feu sur le mont Belvedere. Qu'est-ce que le mont Belvedere? C'est celui au fond? Ah, celui tout au fond, d'accord. Ils ont donc ouvert le feu sur le mont Belvedere. Ce jour-là, le mont Belvedere s'est réveillé sous un barrage d'artillerie américaine qui a alerté tout le monde. Ici donc, l'avancée des premiers. Les premières compagnies du 2e bataillon par ici ont rencontré une résistance de feu terrible qui les a paralysés sur le terrain. À quelques mètres de la sortie, ils y sont presque. Avec la pluie fine, les gars n'ont pas beaucoup avancé, n'est-ce pas? Plusieurs pelotons, il y avait aussi un brouillard bas, alors plusieurs pelotons se sont retrouvés isolés. Et une dernière erreur, n'est-ce pas? Là, c'est déjà une erreur de la propre reconnaissance de la FEB les jours précédents, n'est-ce pas? Ou un grand hasard, un malheureux, on peut aussi comprendre ainsi cet ensemble de maisons que vous voyez là-bas s'appelle Cavitellini, et les patrouilles de reconnaissance qui s'y sont rendues les nuits précédentes ont constaté que Cavitellini avait été abandonné par les Allemands. Mais le matin du 12, ils étaient là-dedans, n'est-ce pas? Avec des mitrailleuses à ces fenêtres du haut, d'accord, il y avait des observateurs, des mitrailleuses aux fenêtres du haut et des mortiers installés à l'arrière de ce groupe de maisons, là-bas, d'accord. Donc cette position-là a été la principale responsable d'avoir arrêté ces pelotons ici, tu vois, dans la phase intermédiaire de l'avancée. Mais là, vers 11h du matin, un peloton qui était porté disparu a réussi à établir le contact, tu vois, avec ses grandes radios sans fil. Et ce peloton, c'était le peloton Hesch. C'était le peloton du lieutenant. Premier lieutenant, Apollo Miguel Hesch, a réussi à déborder Cavitellini par la gauche. D'accord, donc il a avancé jusqu'à cette petite colline que vous voyez derrière la maison. Tu vois, cette petite colline-là, il a réussi à avancer jusque-là et en dépassant cette colline, il était isolé, derrière cette petite colline. Il s'est retrouvé face à une autre ligne allemande, à une autre casemate, tu vois, d'un autre ensemble défensif. Et c'est là que son peloton a fini par être, disons, décimé, tu vois, presque complètement décimé. Et là même, ils ont réussi à engager le combat avec un petit groupe de soldats allemands. Ils ont fait 4 prisonniers, tu vois. Mais Hesch n'a pas eu d'autre choix que de se débarrasser des prisonniers. Alors, l'attaque est finalement annulée par le général Zenobio da Costa. Là-bas, vers 15h, n'est-ce pas? Et c'est vers 15h que la nouvelle arrive, que l'ordre arrive pour que Hesch recule, d'accord? Donc, c'est... À ce moment-là, Hesch n'a pas grand-chose à faire. S'il n'attend pas la nuit pour pouvoir reculer, il ne peut pas reculer pendant la journée. Alors il va rester là jusqu'à la nuit pour pouvoir revenir avec environ 10 hommes sur les 50 qu'il avait emmenés, n'est-ce pas? Donc il a perdu beaucoup de monde ce jour-là. Ce jour-là, il y a même eu un appui-feu de certains. C'est M10, n'est-ce pas? Des chasseurs de chars américains qui sont essentiellement des Sherman avec des canons de gros calibre,
les Wolverines, n'est-ce pas? Conçus pour vraiment chasser les chars. Mais ici, dans cette région, comme il n'y avait vraiment pas de présence de blindés ennemis, n'est-ce pas? On sait que, en gardant ici le passage à droite du Monte Castello, là à Abetaia, il y avait quelques stugs. Ce reportage a été fait en septembre, octobre, mais on ne sait pas si à cette époque il y avait encore cette position de stugs là-bas. Donc cette attaque du 12 alors est encore une fois terminée, frustrée. Et cette attaque du 12 met fin à la phase des opérations, n'est-ce pas? La phase des offensives du 4e corps pour le reste de 1944. C'est un constat que vraiment le plan de Clark n'allait pas fonctionner, n'est-ce pas? Au tout début décembre, Clark prend le commandement du 15e groupe d'armée et la 5e armée est confiée à un autre général appelé Lucien Truscott. Jusque-là, il commandait le 6e corps d'armée là-bas, dans le sud de la France, n'est-ce pas? Avançant dans le sud de la France, il est revenu ici pour prendre le commandement de la 5e armée. Donc le commandement change, d'accord, les directives changent aussi. Regarde, d'ici même, je vois un camion passer là-bas, il y a déjà une route, donc la vue d'en haut est encore plus privilégiée. D'ici, on voit déjà un camion sur une petite route. Donc à cette époque-là, on constate que le Monte Castello ne peut pas être capturé tout seul, ce n'est pas possible, il faut d'abord neutraliser les autres positions avant de capturer le Monte Castello. C'est pourquoi l'objectif devient le belvédère. L'objectif principal devient le belvédère, en fait l'objectif initial, n'est-ce pas? Ça devient le belvédère. Depuis octobre 1944, Clark avait demandé le transfert de la 10e division de montagne, qui est une division spécialisée dans le combat en montagne, vers l'Italie. Cette division était en entraînement au Colorado, composée uniquement de personnel spécialisé, des alpinistes, des skieurs, certains même des compétiteurs olympiques, n'est-ce pas? C'était donc une division qui portait bien son nom, tant par son personnel que par son équipement, par tout ce qu'elle représentait. C'était une division d'élite, qui d'ailleurs disposait d'un contingent de mules, n'est-ce pas? C'est peut-être la seule division de l'armée américaine qui utilisait des mules dans son organisation, parce que ce sont des animaux nécessaires pour gravir des falaises, n'est-ce pas? Pour gravir des montagnes très escarpées avec des provisions, ils ont donc eux-mêmes amené leurs mules des États-Unis. Donc ces personnes ont été transférées ici à la toute fin décembre 44, arrivant au début janvier 44 là à Livourne. Et là, ils se sont installés à gauche de la FUB, n'est-ce pas? La zone d'occupation de la FUB, la ligne de front tenue par la FB. Elle s'étend de Castello Novo, donc, et elle va jusqu'à un peu ici, à notre gauche, d'accord? Vous voyez souvent cette position, cette photo de la patrouille, avec une petite tour au-dessus, que les gens identifient comme la tour de Néron, mais ce n'est pas ça. Ça s'appelle Rocca Cornetta, c'est dans cette direction-là, et Rocca Cornetta marquait en quelque sorte la limite de la zone de la FB. Avec la zone de la 10e de montagne, donc la 10e de montagne s'installe là-bas. Et alors, leur objectif était de prendre le belvédère, n'est-ce pas? Sauf que les alpinistes, eux, arrivent ici. Et leur analyse pré-bataille indique que le mont Belvédère a une face assez exposée, n'est-ce pas? Autant la face sud que la face sud-ouest sont très exposées à l'observation par une autre montagne, une autre partie, n'est-ce pas, de la chaîne ici, qui est connue sous le nom de Monte della Riva. Monte della Riva est connu par les Américains sous le nom de River Ridge. Donc, on va souvent trouver cette référence à River Ridge. Vous allez souvent voir des références à la conquête de River Ridge. C'est encore aujourd'hui le récit principal, n'est-ce pas, dans la mémoire de la 10e division de montagne. Donc, River Ridge est encore plus loin parce que entre le Belvédère et River Ridge, il y a une sorte de vallée. Donc là-bas, cela a été conquis initialement dans la nuit du, si ma mémoire était bonne, du 18 février au 19 février. Les Américains ont gravi River Ridge pour pouvoir faire taire l'observation et l'artillerie de River Ridge la nuit suivante. Donc, du 19 au 20, ils montent le Monte Belvédère, d'accord? Alors que la conquête de River Ridge a été largement réussie, avec peu de pertes,
la montée du belvédère a rencontré plus de problèmes. Et c'est d'ici, du sommet du belvédère, qu'ils ont parcouru les crêtes ici, tu vois, Belvédère, Gorgolesco, Della Torraccia. Ces gaz-là ont subi un nombre de pertes monstrueux, tu sais. Il y en a eu environ 700, plus que la fièvre, plus que la fièvre, plus que la fièvre. Donc ils ont vraiment subi un nombre de pertes très important, n'est-ce pas? Ils ont eu un peu plus de 1000 morts pendant toute la campagne, et rien qu'ici, il y en a eu 700 lors de cette action, rien qu'ici, il y a eu 700 hommes. Donc, une fois que le belvédère avait été conquis, le 20 et le 21 ici. La Fèbe reçoit alors la mission de conquérir le Monte Castello, puisque l'artillerie n'est plus disponible pour défendre le Monte Castello. Donc l'artillerie de la Fèbe elle-même, tirant d'en bas, va bombarder le sommet de la montagne ici de façon continue, permettant ainsi aux soldats de monter, n'est-ce pas? Et le capitaine Souza, une fois de plus, il a participé à l'attaque du 21 février, n'est-ce pas? Il dit même « mince, c'était beaucoup plus facile ». Donc, l'ascension du Monte Castello. Il se souvient même qu'à un certain moment, l'artillerie brésilienne n'a peut-être pas réalisé qu'ils étaient déjà aussi avancés dans l'ascension. Ainsi, ils ont dû chercher un abri, une grotte à mi-hauteur, jusqu'à ce que l'artillerie cesse de tirer, n'est-ce pas? Pour pouvoir terminer l'ascension, n'est-ce pas? Alors, vers 17h, les Brésiliens conquièrent effectivement et définitivement le sommet du Monte Castello, n'est-ce pas? Alors que les Nord-Américains, les Américains, les gars de la 10e division de montagne, ils étaient encore ici, à mi-chemin. Sans réussir à conquérir le Della Torraccia est resté aux mains des Allemands, n'est-ce pas? Donc cela a représenté un renversement des ordres dans la planification, parce que le Della Torraccia devait être conquis avant le Monte Castello, n'est-ce pas? Parce que si on avait conquis le Della Torraccia, le Monte Castello serait resté essentiellement sans défense, mais dans ce cas, le Monte Castello est tombé avant le Della Torraccia. D'accord, donc la nuit du 21 ici, la nuit est tombée sous contrôle brésilien-américain, mais celui derrière, là-bas, était allemand. D'accord? Alors le 22, voyant que la situation ne changeait pas, les Allemands ne quittaient pas le sommet du Della Torraccia. Willy Skrittenberger a donc ordonné à la FEB de conquérir deux positions qui se trouvent juste ici, à droite du Monte Castello. Ces deux positions sont la côte, si ma mémoire est bonne, 958, n'est-ce pas? Et une autre position appelée la Serra, d'accord? Donc ces deux positions se trouvent derrière, là-bas, et leur capture laisserait l'arrière de la position allemande là-bas à Della Torraccia sans protection, n'est-ce pas? Vulnérable donc, avec cela, s'ils prenaient en cette partie, ils prévoyaient alors que les Allemands abandonneraient Della Torraccia. Finalement, cela causait un grand nombre de pertes chez les montagnards. Alors, à partir de Monte Castello, ils ont donc contourné la montagne. Par ce côté-ci, oui, ils ont fait le tour de la montagne. Ces trois pelotons brésiliens, il y avait même une autre cible, la troisième cible, appelée Bella Vista, n'est-ce pas? Mais Bella Vista était un peu par ici, et elle n'a pas subi de contre-attaque. Seule la 958 et la Serra surtout ont subi des contre-attaques. Là, à Bella Vista, il y a eu le seul cas enregistré de la mort d'un expéditionnaire par blessure de baïonnette. D'accord, donc l'Allemand a frappé le soldat brésilien ici, dans la poitrine, n'est-ce pas? Ici, dans la poitrine, l'abdomen, et le gars est mort là. Tu vois, il allait reconnaître une maison, le soldat était dedans. Donc c'est pour qu'on comprenne comment, cette nuit-là en particulier, le combat est devenu beaucoup plus rapproché que ce qu'on observait normalement. Ici, n'est-ce pas, donc là derrière, nous allons là-bas, la Serra aussi, ce sera plus tard, en expliquant de façon plus succincte ici. Le lieutenant juif, appelé Moïse Raon, a pris la 958 et plus loin, le lieutenant Apollo Esch, encore une fois, n'est-ce pas? Il a pris la Serra, cela vers minuit, du 22 au 23. Alors là, les deux pelotons se sont installés, mais comme les Allemands sont des Allemands,
peu après, ils ont décidé de contre-attaquer les positions. Et là, le nombre d'Allemands impliqués était vraiment important et leur soutien de feu aussi était énorme, parce que l'artillerie était déjà en arrière, n'est-ce pas? Donc, il y a eu une très forte concentration de tirs cette nuit-là, aussi bien de l'artillerie allemande que de l'artillerie brésilienne, qui essayait de frapper les points de départ des contre-attaques allemandes. C'est là qu'Apollo a été blessé à un bras, sans certitude sur lequel, probablement le gauche, car il devait tirer de la main droite. Malgré sa blessure, il a continué à tirer sans s'arrêter. Donc, il est resté là le reste de la nuit, tenant la position, n'est-ce pas? D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'échanges de grenades, tu sais. Les Allemands lançant des grenades et les gars les renvoyant de l'autre côté. C'était la distance à laquelle ils se trouvaient, les uns des autres, n'est-ce pas? Une distance vraiment proche, à portée de lancer de grenades. Donc, il y a aussi eu la capture de prisonniers. Là-bas, environ 7 ou 8 prisonniers ont été faits par Esch. Ceux-là ont pu être ramenés, alors Esch est resté là jusqu'au lendemain, pendant que le renfort a été envoyé là-bas. Ils sont arrivés et ont renforcé la position. Et cette nuit-là, voyant que les deux positions à l'arrière avaient été capturées, les Allemands ont perdu le sommet du Della Torraccia. Ils ont abandonné le sommet du Della Torraccia. D'ailleurs, pendant cette attaque ici, les Américains ont lancé ces fusées éclairantes pour illuminer le sommet de la montagne. Beaucoup de soldats de la FEB racontent qu'à ce moment-là, il faisait presque jour. Avec toute la lumière qu'il y avait au-dessus du Della Torraccia, là-bas derrière, qui tombait ici, alors le personnel de la FEB au-dessus du Monte Castello, y compris le capitaine Souza qui était là, ils rapportent avoir eu une vue privilégiée de ce qui serait la prise du Della Torraccia, qu'ils ont pu voir le personnel de la 10e montée et les Allemands se défendre, puis les Allemands descendre de là-haut et eux prendre le sommet de la montagne. Alors, cette action-là, elle conclut la prise de l'ensemble montagneux ici, n'est-ce pas? Sachant que ce n'est que dans les jours suivants que la prise de Castello Nuovo aura lieu. Une vague de mauvais temps arrive, une pluie assez inattendue et soudaine s'abat, ce qui gèle les opérations pendant quelques jours. La prise de cet autre ensemble aura lieu seulement après, n'est-ce pas? Jusque-là, c'est la responsabilité du Brésil, donc la tour de Nerone sera prise ici, le Soprasasso aussi, et enfin là-bas, le 6 mars, elle sera prise. Le château Nuovo, qui n'est pas le même château Nuovo où nous étions avant-hier, d'accord? Château Nuovo ici, tu vois? Voilà, c'est ça, c'est terminé. La prise du château Nuovo achève la conquête du massif et éloigne définitivement les Allemands de la route, qui n'est plus visible pour eux. Là, tu peux monter au moins jusqu'à la zone du 2e corps, tu peux monter. Et là, il restait beaucoup de fusils, je te garantis, d'accord? Parce qu'il y a eu 700 morts, n'est-ce pas? Donc il restait beaucoup de fusils, je te garantis, et c'est justement le 24, n'est-ce pas? Le 24 que ces fusils sont restés éparpillés sur le terrain. Là-bas, ils ont été récupérés par la FEB, très bien, donc c'était une explication ici pour notre personnel. Si tu veux venir ici, pour la prochaine, pour pouvoir avoir ce niveau d'instruction, il suffit de cliquer sur les liens qui sont juste en dessous et de contacter un de nos agents. D'accord, une accolade de la salle de guerre?